Il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de tentatives de suicide, il y a beaucoup de suicides. Ça, on va le payer cher pendant des années. On a créé des risques médicaux. Et puis, bon, quant aux risques économiques et autres, c'est la catastrophe. Dans l'histoire de l'humanité, on a plutôt travaillé à confiner, isoler les malades pour qu'ils ne contaminent pas les autres. Mais on a confiné les gens sains, c'est du jamais vu. Par exemple, on parle du passeport vaccinal, etc. Ça n'a aucun sens. Ce qui se passe au niveau de la santé n'est pas totalement normal. Il y a des dysfonctionnements qui ne devraient pas exister. Bonjour Violaine Guérin. Bonjour. Vous êtes gynécologue et endocrinologue et vous êtes aussi la cofondatrice du collectif Laissons les médecins prescrire, un collectif qui fait partie aussi du groupe Coordination Santé Libre, qui rassemble plusieurs collectifs de médecins, soignants, professionnels de santé et aussi quelques associations. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le collectif et ses objectifs? Le collectif Laissons les médecins prescrire a été créé il y a bientôt 1 an. Ce sont effectivement 6 médecins à l'origine, dont je fais partie, qui ont été extrêmement interpellés par une chose qui n'était jamais arrivée en France, qui était une interdiction, une atteinte à la liberté de prescrire. Donc ça déjà c'était un premier choc. Et puis le deuxième choc a été que le traitement initial qui n'était plus autorisé, qui était l'hydroxychloroquine, avait fait l'objet de publications internationales, de communication de la part de l'équipe de l'IHU à Marseille, qui est une équipe de renommée mondiale, et que ce traitement avec un protocole qui avait été bien explicité et avec des publications qui comptaient de plus en plus de patients, ce qui est un peu normal au début. Quand on est en situation de crise, on publie assez vite sur une petite série, puis on augmente les séries. Et bien que ces publications n'étaient absolument pas prises en compte, et ce qui était extrêmement étonnant, ce d'autant plus que beaucoup de médecins de terrain, dont je faisais partie entre autres, avaient commencé à appliquer ce protocole auprès des patients et que nous n'avions pas de problématique en fait sur le sujet. Et cela ne nous étonnait pas puisque, l'azithromycine était une molécule, un antibiotique connu, qu'on connaît depuis longtemps et qu'on utilise dans les infections respiratoires hautes depuis très longtemps, et puis que l'hydroxychloroquine était une molécule extrêmement ancienne, connue de tout le monde, et même pour certains qu'on avait pris également. Donc là, on se retrouvait tout d'un coup dans une situation un petit peu curieuse. Et puis, ce qui a été encore plus un état de choc pour nous, c'est que beaucoup de médecins qui étaient en première ligne, des médecins généralistes en particulier, étaient malades, et que nous avons donc proposé au ministère de la Santé de conduire une étude chez 1000 médecins malades avec ce protocole, en conduisant vraiment une étude clinique, en rentrant les données comme on le fait pour une étude clinique standard, etc. Que Sanofi nous avait proposé de fournir gratuitement l'hydroxychloroquine et que cette étude n'a jamais pu voir le jour. Donc ça, c'était extrêmement interpellant pour nous. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit il y a des choses un petit peu anormales qui se passent parce que si tout avait été cohérent, on nous aurait permis de conduire cette étude. On aurait même été content qu'il y ait une étude de terrain parce que c'est très différent l'étude de terrain des études hospitalières. Et voilà, les infections virales comme cela, ça touche d'abord les gens sont d'abord normalement en contact déjà de leur médecin généraliste, etc. Mais il y a eu en plus toute une modification du circuit de santé habituel et qui n'était pas cohérente. D'où la création du collectif. Est-ce que vous avez eu des explications quant au fait que vous n'ayez pas pu conduire cette étude? On vous a dit pourquoi? Non, on n'a jamais eu d'explication, et pourtant, différentes personnes sont montées au créneau pour avoir des informations.
entre autres quand même 2 personnes assez importantes, puisqu'on avait Thierry Lardenois qui était le président de la CARMF, donc de la Caisse de retraite des médecins libéraux, donc représentant plus de 100 000 médecins, qui est monté au créneau au niveau de la direction générale de la santé. On a le docteur Martine Vonner qui était à l'époque député République En Marche, qui était en contact avec le ministre de la Santé, avec le Premier ministre, avec même M. Macron directement. Et on n'a jamais pu avoir d'explication cohérente. Voilà. Sans parler de tous les médecins de terrain qui, eux, s'étaient déjà fait aussi une première expérience en traitant et qui donc, au moment de l'arrêt de la commercialisation de l'hydroxychloroquine, enfin de l'accès à l'hydroxychloroquine, qui ont continué de traiter avec l'azithromycine seule, qui ont communiqué sur les bons résultats qu'ils avaient quand ils traitaient comme ça. Et là, on a commencé à avoir des médecins convoqués par les conseils de l'ordre et autres. Donc là aussi, c'était encore un autre aspect interpellant. Donc, on a décidé de créer ce collectif, Laissons les médecins prescrire, ce qui nous a permis très vite d'avoir beaucoup de médecins qui ont rejoint le collectif. Et du coup, nous pouvions avoir des échanges d'informations entre nous. Donc ça, c'était important. Bon, des médecins français déjà, et puis des médecins étrangers. Et les médecins français, donc quelles que soient les régions, alors toutes les régions n'étaient pas touchées de la même manière, mais on avait du retour de terrain sur ce qui se passait quand on traitait, quand on ne traitait pas, etc. Et puis les médecins étrangers qui nous ont rejoints nous ont donné énormément d'informations aussi. Donc il y avait l'Italie qui était un peu en avance, on va dire. On avait des médecins espagnols, belges, suisses. Et les retours de terrain des différents pays, là aussi, nous ont interpellés parce que finalement, on s'est aperçu que dans chaque pays, il se passait un petit peu la même chose. Et que l'hydroxychloroquine avait été bannie, etc., etc. Et qu'on avait modifié les circuits habituels également de prise en charge des malades. Et c'était pas qu'en France que ça se passait. Le collectif Laissons les médecins prescrire, on a été assez vite un gros collectif, représentant quand même très tôt quelques milliers de médecins. Et ça devrait interpeller tout le monde. Hein, bon, alors, il y a l'IHU, les différents médecins de l'IHU autour de M. Raoult ont alerté. C'est pas une petite équipe, l'IHU, hein, c'est quand même 850 salariés à peu près, 800-850, avec plusieurs chefs de service, plusieurs professeurs, plusieurs médecins, des équipes de recherche. Ça n'a ému personne que déjà un grand nombre de scientifiques alertent. Après, bon, il y a eu M. Perron et ses équipes à Garches qui ont alerté, il y a eu d'autres services qui ont alerté, et puis tous ces médecins de terrain. Donc c'est quand même pas banal d'avoir des milliers de médecins qui alertent. Et quand vous regardez dans les différents pays, c'est pareil, il y a des milliers de médecins, essentiellement des médecins de terrain, des médecins libéraux qui alertent. Voilà. Je crois que c'est une première mondiale d'avoir autant de collectifs de médecins et le collectif, par exemple, Laissons les médecins prescrire, est en contact avec différents collectifs internationaux. Voilà. Le gouvernement n'a jamais mis le mot traiter. Il faut traiter précocement. Et toute cette partie traitement précoce est totalement occultée, toujours aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des enjeux aussi financiers derrière, finalement, qui peuvent expliquer dans certains cas. On essaye de comprendre ce qui, au bout d'un an, à peu près de travail dans la réflexion, nous fait dire aujourd'hui qu'on n'est pas dans de la réflexion scientifique pure. Voilà. Il y a trop de choses qui ne sont pas cohérentes par rapport à ce qu'on fait d'habitude en sciences et en médecine. Et donc effectivement, on s'est aperçu, on ne voulait pas du tout réfléchir comme ça au début, on réfléchit scientifiquement, mais on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de conflit d'intérêts, des choses tout à fait anormales, comme par exemple la prise de parole dans les grands médias de médecins. On a une obligation réglementaire de prendre la parole et de déclarer nos conflits d'intérêts.
Et ça n'a absolument pas été fait. Donc, il y a une part de responsabilité des médecins qui ont pris la parole, qui n'ont pas déclaré. Il y a une responsabilité des conseils de l'ordre qui n'ont pas épinglé, convoqué ces médecins pour leur dire que, une responsabilité des médias, parce que je pense que les médias devraient inviter quand même tous les intervenants à déclarer leur conflit d'intérêts. Donc déjà, il y a 3 niveaux de dysfonctionnement. Et puis, au fur et à mesure, on a bien vu que nous, on est allé creuser, on est allé regarder les choses déclarées ou pas déclarées sur les logiciels et des bases de données qui sont alimentées soit par les laboratoires eux-mêmes, puisqu'ils ont obligation aussi de déclarer et d'enregistrer les émoluments versés aux médecins. Donc quand vous regardez les bases de données européennes ou même françaises, petit à petit on s'est aperçu effectivement que c'était pas très clair tout ça. Et puis quand on a, alors c'est pas nous qui l'avons fait ce travail, mais quand quelqu'un a repris tous les financements des gens qui étaient dans le conseil scientifique, on s'est aperçu que c'était pour certaines personnes des centaines de milliers d'euros. Quand on invite au conseil de santé publique des gens qui normalement ne sont pas censés y être et qui y sont et qui ont à l'évidence des intérêts, des conflits d'intérêts et qui vont préconiser par exemple l'usage du remdesivir en y mettant beaucoup d'énergie, tout ça c'est pas normal. Donc au fur et à mesure, plus le temps passe depuis 1 an, plus on voit que beaucoup de choses ne fonctionnent pas comme elles devraient l'être. Après, nous restons sur nos compétences, c'est-à-dire nos compétences médicales, donc on analyse tous les aspects médicaux. On a beaucoup travaillé aussi cet aspect qui était de dire aux gens de rester chez eux et de comprendre l'impact que ça a eu. Parce que normalement, quand on a le moindre symptôme, on prend son téléphone, on appelle son médecin, quitte à attendre 3 heures en salle d'attente en urgence, mais on voit un médecin et on est ausculté. Alors que quand on vous dit restez chez vous, appelez le 15, eh bien, vous pouvez peut-être dire, voilà, je ne vais pas forcément bien, machin, mais on ne vous ausculte pas. Et dans mon expérience, l'auscultation pulmonaire, elle était fondamentale parce que, il y a beaucoup de petits signaux qu'on peut entendre sans que la personne ait une symptomatologie grave, mais et moi j'ai été extrêmement surprise parce que j'ai fait des scanners thoraciques très rapidement et beaucoup à un moment où il y avait un pourcentage de lésions pulmonaires extrêmement important alors que la personne ne se plaignait pas forcément de grand chose, mais j'avais déclenché le scanner parce que j'entendais des signes à l'auscultation. Voilà. Et donc perturber ce circuit de soins habituel, ça a conduit à des gens qui chez eux se sont dégradés. Et puis, quand on se dégradait, finalement, au niveau respiratoire, souvent, il y avait déjà une très grande atteinte pulmonaire. Et donc, 1, on n'a pas traité précocement. Et 2, les gens sont arrivés à l'hôpital dans des états très dégradés. Donc, c'était compliqué. Après, également, au début, on a appliqué des traitements qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Là, c'était un problème aussi d'expérience, on va dire. Mais on n'a peut-être pas non plus toujours traité au mieux certains patients, donc on a eu effectivement beaucoup de décès. Mais au même titre qu'on a des décès sur des grippes sévères ou certaines pathologies, infections respiratoires graves, parce que, graves qui se compliquent. Et effectivement, le respiratoire, c'est important, c'est vital. Voilà. Donc la grippe, les cas de mort par grippe, par exemple, pour faire une analogie, ce sont beaucoup des atteintes respiratoires graves, par exemple. Voilà. Après, sur le Covid, on s'est aperçu qu'il y avait aussi tout un dysfonctionnement immunitaire, etc. Donc qui faisait entrer encore dans d'autres registres la pathologie. Les pouvoirs publics semblent davantage privilégier compter en fait sur la vaccination, sur les traitements pour endiguer l'épidémie. Est-ce que l'existence de plusieurs variants pourrait remettre en cause cette stratégie en fait? Alors, les coronavirus, on les connaît depuis des années. On sait que
il mute très régulièrement, comme beaucoup de virus. Voilà. Et c'est toujours compliqué de créer des vaccins qui soient utiles et performants à partir du moment où il y a des mutations régulièrement. La meilleure immunisation possible, c'est celle que notre corps fait, en fait. Si on n'a pas de problème d'immunité, normalement, on croise une bactérie, un virus, on va s'immuniser. Hein, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, parce qu'il y a plein de gens qui disent en ce moment, on ne s'immunise pas, etc. Si, le corps, il a beaucoup la mémoire de ce qu'il rencontre, même quasiment, c'est que moi je le compare à un disque dur, le corps, il a la mémoire de tout, et en général, on s'immunise. Et sauf si on est immunodéprimé, si on a eu par exemple, si on vient d'avoir une chimiothérapie, ou si on a une pathologie, genre le sida ou autre, qui est un syndrome d'immunodéficience, et qui fait qu'on ne va peut-être pas pouvoir bien s'immuniser. Mais ça concerne très peu de personnes. La majorité des personnes sont parfaitement en capacité de s'immuniser, et il y a dans notre système immunitaire différents systèmes, différentes organisations qui travaillent ensemble. Il n'y a pas que les anticorps, il y a plein d'autres systèmes qui s'activent. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, eh bien, on a des variants ou mutants, comme on est en train d'employer ces mots qui peuvent faire un petit peu peur, mais en fait, qui n'ont pas à faire peur, parce qu'en fait, quasiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un virus, il ne peut pas fonctionner tout seul. Il est obligé d'utiliser du matériel d'un être humain, pour ce qui est des virus à tropisme humain, pour pouvoir se répliquer. Et quand il y a une certaine immunité collective, ou quand les gens, justement, ont un système immunitaire costaud, ben, le virus, il ne trouve plus d'hôtes pour se répliquer. Donc c'est à ce moment-là où il peut y avoir des mutations, justement, pour essayer de s'adapter autrement. Et quand on s'immunise, ce qui est important à comprendre pour ce qui est du système des anticorps, c'est qu'on a une immunisation, un anticorps, il vient se fixer sur une forme anatomique en fait. Et l'immunisation, elle va être très durable tant qu'on va recroiser la même chose. Mais quand on a un mutant, un variant, comme on veut l'appeler, eh bien, il peut changer en conformation spatiale. Et s'il change beaucoup, là, il faudra vraiment se réimmuniser avec un autre type d'anticorps. Si la modification est peu importante, on peut être immunisé. C'est ce qu'on appelle les immunités croisées, en fait. On n'a pas croisé exactement la même chose, mais ça permet, c'est suffisamment proche pour pouvoir lutter contre. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'on peut s'immuniser, mais plus l'infection va avancer et plus il va y avoir des mutations, eh bien, on peut avoir fait une infection sur ce type de premier virus, on va dire, et puis si on est à la 700e mutation, on peut refaire une autre infection parce que notre système immunitaire ne va pas du tout reconnaître ce qui s'est passé. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Bon, après, on a un système immunitaire qui est là pour nous défendre. S'il n'est pas altéré, il n'y a pas de raison qu'on ne combatte pas celui-là et pas celui-là. Et quand on fabrique un vaccin, on le fabrique contre une entité donnée. Donc, ça veut dire, et c'est ce qui se passe un petit peu pour les vaccins qu'on a depuis des années contre la grippe, c'est qu'on étudie les différentes mutations et on change de temps en temps les vaccins, les composés des vaccins, pour justement tenir compte de ces mutations. Donc, ça, c'est important d'en avoir conscience, parce que en ce moment, là, par exemple, on parle du passeport vaccinal, etc. Ça n'a aucun sens. Si on vaccine quelqu'un contre un virus à un temps T, mais qu'on sait que le cours d'évolution du virus va de toute façon être de bouger, ça veut dire qu'on peut vacciner, mais il faudrait vacciner contre quasiment tous les mutants qui arrivent. Si la pathologie était très grave, ça ferait du sens. Peut-être d'essayer d'avoir un vaccin et puis de mettre à jour des vaccins. Mais là,
un traitement ambulatoire précoce possible, qui est pas cher, dans ceux qui sont disponibles, ils ne sont pas chers, et ils sont efficaces. Et on voit bien que quand on traite tôt, en plus, il va y avoir des publications là, il y en a déjà qui sont en train de sortir, on n'a pas toutes les complications graves qu'on dit et qu'on appelle aujourd'hui Covid long. Hein. Donc c'est important d'avoir cette conscience qu'il faut traiter tôt et d'avoir la conscience, si jamais on décide d'aller sur des vaccins, que vacciner, ça doit être extrêmement bénéfique parce qu'on va vacciner des gens qui sont sains, qui n'ont pas de problème. Donc il est hors de question de leur créer des problèmes. Et ça se justifie si jamais on n'a pas de solution thérapeutique. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans des stratégies qui sont un petit peu discutables, enfin plus que discutables, en ce sens que complètement dire qu'il n'y a pas de traitement précoce, c'est pas normal. Et en matière de vaccins, les vaccins peuvent potentiellement être intéressants, mais on ne doit pas faire courir de risques. Ce qui est important, c'est de comprendre que là, on a développé les vaccins de façon anormalement rapide. Alors on a fait croire à tout le monde que c'était fondamental parce qu'on était, en gros, il y a un an, on était en train de nous dire que le Covid c'était Ebola et bien plus grave encore. Donc c'est vrai que ça pouvait paraître une urgence. Aujourd'hui, on sait que c'est pas une urgence. Et donc qu'on aurait pu se donner le temps de développer tranquillement des vaccins en respectant les codes de développement. Donc les codes de développement, c'est déjà de faire un développement chez l'animal, d'étudier un certain nombre d'aspects, dont également la toxicité, etc. Et la génotoxicité. Bon, tout ça, ça a été un peu bâclé. On est passé très vite chez l'homme. Normalement, chez l'homme, on fait des phases 1, des phases 2, des phases 3, qui doivent être consécutives. Tout a été mélangé. Dans les phases 2, on fait une recherche de dose, normalement, qui doit être assez fine, puisque justement, c'est d'essayer de trouver la dose optimale. Pour un vaccin, ça va être qui permet une bonne immunisation, mais avec un minimum d'effets indésirables. Et là, on fait tout en même temps. On s'est aperçu qu'il y avait également, au niveau de l'agence européenne, il y avait eu des alertes sur des problèmes de fabrication, de l'eau de fabrication, etc. Et bon, il y a eu des... Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu ce qu'ils ont appelé des leaks, donc des documents qui ont été récupérés par des hackers. Et on a les comptes rendus de ces séquences d'évaluation. On s'est aperçu au niveau de l'agence européenne, grâce, entre guillemets, à des documents qui ont été récupérés par des hackers, que les évaluateurs de l'agence européenne avaient posé un certain nombre de questions et jugeaient que les dossiers ne devaient pas avoir d'autorisation de mise sur le marché tout de suite, sans réponse aux questions. Et il y a eu de telles pressions que, malgré ces questions et les réponses pas forcément obtenues, en particulier sur des process de fabrication, etc., les produits ont été utilisés. Voilà. Donc il y a, ça encore, ce sont des exemples de dysfonctionnement. Alors, est-ce que il y a des gens qui ont peur, qui ne comprennent rien et qui poussent pour que les choses se fassent, mais bon, tout ça c'est un peu curieux. Voilà, quand on connaît un peu le développement pharmaceutique, on ne peut pas cautionner totalement ce genre de choses. Ce d'autant plus qu'on a eu la crise H1N1, on aurait dû tirer quand même pas mal d'enseignements de ce qui s'est passé de cette crise. Hein. Donc là, voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire. Moi qui connais bien le développement des médicaments, c'est sûr que je suis interpellée par ce qui se passe aussi à ce niveau-là. Ce que vous nous disiez avant l'entretien, vous avez travaillé aussi dans l'industrie pharmaceutique auparavant. Voilà, j'ai dirigé des équipes de recherche et donc je connais très bien, j'ai eu la chance de travailler un moment dans un laboratoire français qui faisait du très bon boulot et quelque part je me suis retrouvée
pendant quelques années à cette interface où il y a eu un gros basculement dans l'industrie pharmaceutique, où on s'est mis à développer ce qu'on appelle des blockbusters au niveau mondial, avec des énormes budgets. Et comme quand on débloque des énormes budgets, il faut une rentabilité pour les actionnaires, on s'est mis à faire du développement qui était à l'origine du long terme, 10 ans de développement, etc. On s'est mis à faire de plus en plus court. Et c'est là où on a vu les dysfonctionnements, beaucoup de dysfonctionnements d'ailleurs, des produits qui sont lancés puis arrêtés rapidement parce qu'on s'aperçoit qu'on les a mal évalués, etc. Et plus ça va, plus il y a une concentration des temps de développement et il y a de plus en plus de problèmes. Et par exemple, en tant que médecin, je peux vous dire que dans le labo français dans lequel je travaillais au début, par exemple, chaque patient inclus dans une étude, on faisait une révision de tout le cahier d'observation, de toutes les données, on retournait vers les médecins qui avaient inclus les patients, on posait des questions très, très pointues et tout. On connaissait quasiment chaque patient à fond, quoi. Maintenant, aujourd'hui, les cahiers d'observation sont saisis en informatique, il n'y a plus de médecins qui revoient chaque observation individuellement et tout. Donc on est dans de l'analyse de big data un peu, et ça conduit à des dysfonctionnements, quoi. Voilà. Donc c'est un problème de qualité, et la qualité a été sacrifiée pour pouvoir avoir du retour sur investissement rapide. Et là, il va falloir que ça s'arrête, quoi, ce genre de choses. Alors vous évoquiez tout à l'heure l'idée du passeport vaccinal. Donc en Israël, c'est quelque chose qui vient d'être mis en place, on appelle ça un passeport vert, je crois, là-bas. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, lui, a évoqué un pass sanitaire, en disant qu'a priori, ce ne serait pas subordonné à la vaccination, qui conditionnerait là aussi la réouverture des lieux culturels et des restaurants en France. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça n'a aucun sens, parce que déjà, aucun rationnel scientifique. Comme vous le savez, on peut être porteur asymptomatique ou en incubation d'une maladie, d'une varicelle, de n'importe quelle pathologie infectieuse ou bactérienne. Et à un temps T, on ne peut pas vous dire finalement si vous êtes porteur ou pas de cette infection. En ce qui concerne les personnes qui sont vaccinées, là on parle de vaccination, mais on ne parle pas d'immunisation. Est-ce que les schémas thérapeutiques qui ont été mis, on voit bien dans les études, tout le monde n'est pas immunisé. Donc, donner le feu vert, par exemple, à une personne, parce qu'elle aurait été vaccinée, d'aller dans cette logique-là, parce que cette logique, bien entendu, je ne l'approuve pas, mais même dans cette logique-là, si, à la limite, vous n'avez pas, en plus, mesuré les taux d'anticorps, vérifié que la personne a été immunisée, etc., c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous êtes immunisé, etc., etc. Donc, c'est plein d'exemples qui vous montrent que déjà, il n'y a aucun rationnel scientifique pouvant vous prouver que vous n'allez pas, parce que vous avez soit reçu ce traitement, soit eu un test négatif ou autre, qu'au temps T où vous allez entrer dans une boutique, par exemple, que vous n'êtes pas infecté ou en potentiel infectant. Bon, ça c'est déjà de la science de base. Après, ça pose bien entendu toutes les questions concernant le secret médical, et puis surtout, ça ne se justifie pas. C'est ça la base de la base. Aujourd'hui, on est sur une infection qui ne fait des dégâts que globalement chez des personnes très âgées, puisque la moyenne d'âge c'est 83-84 ans la moyenne sur les décès, donc au-delà même de l'espérance de vie en France des hommes et des femmes. Et puis, voilà, on s'aperçoit que c'est un très petit pourcentage de personnes qui vont décéder ou qui peuvent décéder. Et non seulement c'est un petit pourcentage, mais en plus dans une logique où globalement, en France, on a très peu traité précocement. Donc, si on traitait systématiquement tout le monde, déjà, je suis sûre que les taux de mortalité seraient bien inférieurs, et qu'on reviendrait dans une logique de chiffres d'une infection virale classique. Donc,
Ça ne justifie pas toutes ces mesures qui sont mises en place. Donc ça aussi, ça interpelle, pas normal. Voilà. Pas de cohérence scientifique, pas normal, et va entraîner oui, dans les pays qui commencent à mettre en place, ça va entraîner plein de dysfonctionnements et puis des choses graves, je pense. Puis il y a aussi peut-être la question aussi d'accentuer des divisions. On oppose les gens les uns aux autres et on est dans une société normalement qui accueille tout le monde, y compris les malades, quoi. On prend en charge les patients. Donc c'est très inquiétant ce qui se passe sur le plan sociétal pur. Et alors, est-ce que vous pensez que les mesures sociales qui ont été prises jusqu'à maintenant, les confinements ou le couvre-feu, ont démontré leur efficacité? Écoutez, moi je ne suis pas une spécialiste de ce type d'analyse. Après, je lis ce qui est publié, où effectivement également, on a les pays qui n'ont pas confiné. Par exemple, si on prend le sujet du confinement, comme la Suède, et d'autres États américains ou certains autres pays, on voit bien qu'ils ne font pas pire, en tout cas, que les pays qui ont confiné, et souvent ils font mieux. Bon, surtout ceux qui font mieux, ce sont les pays qui ont traité précocement. Donc les mesures dans l'ensemble de confinement n'ont pas non plus de rationnel scientifique correct. Dans l'histoire de l'humanité, on a plutôt travaillé à confiner, isoler les malades pour qu'ils ne contaminent pas les autres, mais on a confiné les gens sains, c'est du jamais vu. Et on est en train de voir, nous, sur le plan médical, l'ampleur des dégâts, même médicaux, que cela crée au niveau psychologique, psychiatrique. Là, ce matin, sur le collectif, on a des fils de discussion. Il y avait une médecin qui était de garde cette nuit, qui nous a ce matin, qui était complètement retournée parce que dans la nuit, elle a été appelée pour un gamin qui s'est suicidé. Et en ce moment, nous, c'est ça. C'est même moi qui suis endocrinologue, avant d'être gynécologue, toute la journée, là, j'ai consulté. Je peux vous dire que les gens, ils arrivent avec le Covid, les inquiétudes des dégâts pour leurs enfants sur les ports de masques, etc. C'est ce sujet qui est là, plutôt que la pathologie pour laquelle je suis censée les suivre. Les gens sont déprimés, les gens se posent énormément de questions, sont inquiets aussi pour tous ceux qui ont des jeunes en post-bac qui ne trouvent pas de stage, qui n'ont pas de visibilité. Le post-bac, c'est les années de fac, c'est les années où on rencontre ses meilleurs copains, où on va rencontrer son compagnon, sa compagne. Tout est à l'arrêt. Et il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de tentatives de suicide, il y a beaucoup de suicides, et puis d'autres complications qui sont aussi les retards au diagnostic qu'il y a eu sur certaines pathologies parce qu'on a tout bloqué. Et puis je vais vous dire que ça, on va le payer cher pendant des années, quoi, parce qu'on a créé aussi des psychotraumatismes extrêmement graves et il va falloir qu'on soigne tout ça. Voilà. Donc ces mesures, elles ne se justifient pas médicalement, ce d'autant plus que si voilà, on est sur l'évaluation du bénéfice et du risque, on a créé des risques médicaux. Et puis, bon, quant aux risques économiques et autres, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et ça, on va avoir du mal à remonter tout ça. Après, je pense que c'est une période intéressante parce qu'il faut que tous, on travaille à réfléchir à quelle société on veut, etc. Et qu'on se rende compte, c'est un électrochoc quand même un petit peu là, de se rendre compte d'un certain nombre de dysfonctionnements. Moi qui suis très européenne, voire mondiale, j'ai beaucoup voyagé, j'aime beaucoup l'humanité dans son ensemble, je suis extrêmement choquée de mesures, par exemple, qui ont été prises par la Commission européenne, pas qu'au niveau médical, mais aussi au niveau politique. La Commission européenne a pris des engagements au nom des États qu'elle n'était pas censée prendre. Tout ça, ça interpelle. Qu'est-ce qui se passe ?
Par exemple, de quels engagements vous parlez? Il y a des engagements financiers qui ont été pris. Ce sont les avocats allemands là, qui sont en train de gérer ce genre de situation et qui ont alerté. L'Europe a pris des engagements pour le compte des États qu'elle n'était pas censée prendre. Sur des échelonnements de dettes, sur des investissements, etc. Bon, c'est pas mon sujet, mais suivez ce qui se passe avec les avocats allemands là, qui attaquent, qui ont déposé des recours, etc. Voilà. Donc il y a plein de facettes, ça touche toute la société dans son ensemble et dans différents secteurs en fait. Il n'y a pas que le secteur de la santé. Voilà. Nous, on a creusé le secteur de la santé, et ce que l'on peut dire, c'est pour ça qu'on a été aussi actifs pour le faire, c'est d'alerter la population pour dire ce qui se passe au niveau de la santé n'est pas totalement normal. Il y a des dysfonctionnements qui ne devraient pas exister. Donc c'est interpellant. Voilà. On parle éventuellement d'un troisième confinement qui pourrait arriver. Cette mesure, elle n'est pas justifiée au vu de la situation sanitaire actuelle, selon vous? Il n'y a pas de rationnel sanitaire, premièrement. Et puis, deuxièmement, bon, on est à Paris ici, quel est le rationnel, s'il y en avait un, de laisser les gens prendre le métro, d'être entassés comme on le sait, quand on est parisien, on sait ce que c'est que de prendre le métro aux heures d'affluence, et de dire qu'après 18h, il y a du risque de circulation du Covid. Bon, et rajouter le confinement, etc. Bien entendu, il n'y a pas de rationnel sanitaire. Et deuxièmement, on va encore aggraver les choses si jamais ça se fait. Et il y a plein d'axes qui sont à prendre en compte dans le confinement. Là, ce matin, j'avais une patiente qui a 5 enfants, son conjoint et elle, dans un petit appartement, et qui me dit, vous vous rendez compte ce que c'est qu'à 7? Déjà, on a beaucoup souffert. Premier confinement, deuxième confinement. Là, c'est pas possible. C'est une patiente, elle a une petite fille de 8 ans qui a envie de se suicider et qui lui dit quel sens dans ma vie et tout. Enfin, c'est grave ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde? Au niveau scientifique, au niveau rationnel. Je lui dis, on communique, on fait tout pour expliquer que c'est pas rationnel et qu'il va falloir que le monde politique entende. Voilà. On ne peut pas accepter ça, là. C'est pas possible. On parlait des médias un peu tout à l'heure. Comment est-ce que vous jugez le rôle des médias grand public depuis le début de l'épidémie? Est-ce que pour vous, parfois, quand on regarde la télé ou les informations, il y a souvent un climat un peu anxiogène qui est présent. Vous parliez aussi tout à l'heure du rôle de l'immunité pour se prémunir contre les maladies. On sait que le stress, c'est quelque chose qui vient affaiblir l'immunité, par exemple. Donc comment vous voyez tout ça? Écoutez, c'est une de mes plus grandes surprises, en fait, dans l'année qui vient de s'écouler, de voir comment la communication a été gérée, de voir le niveau de désinformation, parce qu'il faut vraiment parler de désinformation, et de voir effectivement ce niveau de communication très anxiogène qui a été posé, entre autres par le gouvernement, parce que quand vous avez M. Salomon qui tous les soirs vous donne le nombre de morts, etc., c'est pas normal. Si on est un État bienveillant, on va dire, voilà, il y a des problèmes, on va s'attaquer aux solutions, mais on ne va pas stresser les gens en plus, ça ne sert à rien. Et puis surtout, c'est de remettre les choses dans le contexte, parce que tous les jours, il y a des gens qui meurent en France, c'est normal. On a tout un quota de morts quotidien. Donc tout d'un coup dire, voilà, il y a eu 40 morts, 50, 60, 100, 200, mais c'est 200 par rapport à quoi? Par rapport à d'habitude? C'est pas grand-chose par rapport à d'habitude. En moyenne, c'est 1500 personnes? 1500, 1600 personnes tous les jours meurent, minimum. Voilà. Avec par moments des pics ou autres. Il y a eu le pic de la canicule. Au moment du pic de la canicule, par exemple, on s'est dit « Oh là là, il y a eu beaucoup de morts », mais quand on a lissé sur l'année, on s'est aperçu que c'était les gens fragiles qui probablement seraient morts avant la fin de l'année, qui étaient morts un petit peu plus tôt.
Donc c'est très important de regarder ce qui se passe sur une année complète aussi, et de regarder ce qui se passe sur l'année précédente. Parce que si vous êtes en sous-mortalité sur l'année précédente, ben vous pouvez avoir un petit rattrapage de surmortalité l'année suivante. Donc c'est important de bien comparer les choses. Et puis, là on n'a parlé que des morts Covid. Il y a des gens qui ont été étiquetés décès Covid alors qu'ils ne sont pas décédés du Covid. Donc ça aussi, il y a beaucoup de révisions à voir dans les chiffres. Et puis, il faut analyser, là, puisqu'on a, en tout cas sur l'année 2020, on a l'année complète, quelles sont les autres causes de décès? Est-ce qu'elles sont comme d'habitude? La mortalité cardiovasculaire, la mortalité par accident vasculaire cérébral, etc. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2021, la probabilité qu'on ait une surmortalité est importante. Mais ça ne sera pas les infections respiratoires ni la Covid. Mais on a une flambée, par exemple, de suicides. Tout ce qui est en train de se passer comme effet secondaire de toutes ces mesures, confinement, etc., avec les décalages, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, de retard de diagnostic et tout, quand on voit des cancers à un stade bien plus avancé, on va avoir une surmortalité par rapport à ce qu'aurait dû être la théorique. Donc c'est pas exclu qu'en 2021, on ait une surmortalité, mais je peux vous dire qu'elle ne sera pas liée au Covid. Et alors vous disiez là justement que parfois il y avait des morts qui étaient dictées Covid alors qu'ils n'étaient pas décédés du Covid. Quel peut être l'intérêt pour la personne qui déclare le décès, enfin le médecin qui note la cause du décès, de déclarer quelqu'un en Covid alors? On a des témoignages de soignants et même de médecins en institution à qui il a été demandé de côté Covid alors que ce n'était pas forcément Covid, la cause du décès. Et qui a demandé alors? Manifestement, il y avait des instructions dans certains établissements. Hospitaliers du coup? Hospitaliers, oui. À titre personnel, moi j'ai vécu quelque chose de complètement surréaliste puisque j'ai eu ma mère qui est entrée à l'hôpital Bichat par les urgences et qui était hospitalisée en hospitalisation de jour pendant quelques heures, le temps que j'arrive. Et la seigneur de garde, qui était une jeune femme charmante, me dit « Votre maman a eu une PCR négative, donc soyez rassurés par rapport à ça, je n'étais pas spécialement inquiète, mais bon. Et il se trouve qu'elle a fait un problème de santé, que je ne détaillerai pas. J'arrive à l'hôpital Bichat, et on me conduit à ma mère, et elle était en unité Covid. Alors je m'étonne, puisqu'on me dit qu'elle est PCR négative. Et en fait, on dit « Ah, on a mis des malades là, mais personne n'est Covid ». Et dans une unité de 12 lits, il y avait 3 personnes, on était 30 décembre, 3 personnes. 2 personnes sont parties à midi, donc il restait une personne, ma mère, sur 12 lits. Et je me suis dit, probablement qu'on va la comptabiliser comme ayant occupé un lit Covid. Voilà. Donc j'ai vécu vraiment en direct une anomalie que beaucoup d'autres gens ont signalée, mais au moins je l'ai constatée de moi-même. Voilà. Donc quand je dis je veux toujours parler de mes expériences, j'en parle parce que ça c'est une expérience et pour moi ça a été un état de choc de vivre ça. Voilà. On peut se poser la question du coup des chiffres qui sont annoncés, donc pas forcément même du nombre de morts, mais même du nombre de livres. Mais de tout, de tout. Sachant que c'est ces chiffres qui sont... Parce que là moi j'aimerais bien savoir, le 30 décembre Bichat, dans l'unité dédiée là, qu'est-ce qui a été comptabilisé? On va savoir. Donc ça, c'est une structure. Après, vous multipliez ça par tous les hôpitaux publics, parce que c'est dans le public où il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Puisqu'on on a sous-utilisé l'hospitalisation privée, on a fait vider toutes les structures privées, mais après, on ne les a pas utilisées. On a transféré des malades entre différentes villes, alors que les hôpitaux privés pouvaient recevoir les patients. Et puis ce qu'il faut savoir, ce que les Français souvent ne savent pas, c'est que le coût d'une hospitalisation en structure privée n'est pas plus élevé qu'en structure publique. Même souvent, elle est inférieure.
Donc au niveau de la sécurité sociale, là, il n'y a pas de logique à ne pas aller hospitaliser dans le privé quand les lits publics sont débordés. Oui, donc on pourrait bénéficier de lits supplémentaires, mais on ne le fait pas finalement. Ben oui. Là, il y a, je crois hier ou avant-hier, un article qu'il y a eu dans Le Monde, justement, je crois, où des gens de l'hospitalisation privée disaient qu'il y a 3000 lits qui sont inutilisés, par exemple. Est-ce qu'il y a un mécanisme d'incitation financière pour déclarer des personnes comme malades du Covid ou décédées du Covid? Ce qu'il y a eu, c'est que si vous vous occupiez de patients Covid et que vous disiez que vous vous occupiez de patients Covid, que ce soit en ville ou à l'hôpital, il y a eu une cotation spécifique. Comme aujourd'hui, on dit aux médecins qui vaccinent contre la Covid qu'ils ont des honoraires supplémentaires. Ce qui n'est pas du tout habituel. Je veux dire, si vous venez me voir pour que je vous fasse votre vaccin d'étécoque polio, je ne vais pas toucher des honoraires supplémentaires. Donc il y a des choses qui sont mises en place, en tout cas qui ne s'expliquent pas par un fonctionnement habituel, classique. Ce qui est très important dans cette crise justement qui est très centrée sur une désinformation, c'est de veiller à ce que les gens ne parlent que de ce qu'ils connaissent. Quand je vous dis, moi j'ai soigné, j'ai ausculté des poumons de personnes qui avaient un Covid et que je peux vous montrer, je vous montrerai pas, c'est le secret médical, mais que je peux le documenter avec des images de scanner, etc. Voilà, je sais de quoi je parle et je ne parle j'essaye de ne parler que de ce que je connais. C'est du partage d'expérience et c'est très important pour vous les journalistes aussi que vous exigiez de vos interlocuteurs qui parlent de ce qu'ils connaissent. Une fois j'étais sur un plateau, je ne sais plus si c'était LCI ou BFM, et il y avait un professeur de pharmacie, académie de pharmacie, etc., et qui parlait, on était en plein cœur de la crise, de l'hydroxychloroquine, comme ça ne fonctionnait pas, machin et tout. Je me suis permise de me tourner vers lui et de lui dire, vous avez pris en charge combien de patients Covid? Il a eu l'honnêteté de répondre 0. Je lui ai dit, monsieur, je ne suis pas sûre que vous soyez la meilleure personne pour parler de votre expérience. Voilà. Ça, c'est une critique qu'on entend parfois, c'est-à-dire qu'on oppose aussi les médecins de plateau télé, entre guillemets, comme on dit, et puis les médecins qui sont en train de traiter des patients et qui, du coup, Alors, sur les médecins de plateau télé, il y en a qui étaient quand même aussi en train de traiter des patients. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes un peu qui ont contré les médecins de terrain, c'était des personnes qui ne voyaient pas, s'ils voyaient des patients avec des Covid, qui ne voyaient pas les mêmes patients que nous. Parce que avoir un patient en réanimation, c'est pas la même chose que d'avoir un patient qui a tel symptôme en ville. Donc ça aussi, il faut le comprendre, c'est qu'on n'a pas vu tous les patients au même stade de la maladie. Donc ça c'est important parce que les prises en charge thérapeutiques ne sont pas les mêmes. Voilà. Et à l'hôpital, c'est vrai qu'à partir du moment où on a dit on traite personne, il y a eu plus de malades dégradés que théoriquement il y aurait dû avoir. Donc ça, on ne peut pas nier ça non plus. Il y a des plateformes de réseaux sociaux qui n'ont pas hésité parfois à censurer certains contenus relatifs à la Covid et même parfois des propos exprimés par des soignants, des scientifiques, des propos qui étaient jugés dissonants. Est-ce que pour vous, la liberté d'expression est en péril? Est-ce que c'est de plus en plus difficile de remettre en question la parole officielle, de se poser des questions, de réfléchir finalement? Ça, c'est un choc, je pense, pour beaucoup de monde en ce moment. C'est-à-dire que la liberté d'expression est atteinte. Alors nous, en tant que médecins, c'est encore plus choquant parce que c'est jamais arrivé. En tant que médecin, si on n'est pas d'accord, on échange ensemble, on amène nos arguments, on peut se séparer en n'étant toujours pas d'accord, mais on ne cherche pas à tuer l'autre. Voilà. Et là, on est vraiment à chercher à tuer l'autre. Quand on voit les dépôts de plainte auprès des conseils de l'ordre, des gens qui disent allez condamner monsieur Raoult, allez condamner le docteur Epstein, allez condamner tel médecin, parce que là c'est l'épidémie de dénonciation, de plainte auprès des conseils de l'ordre, etc. Soit par des tiers,
Ou aussi le Conseil national de l'ordre des médecins, là, qui demande aux conseils départementaux de convoquer telle ou telle personne parce qu'elle a pris la parole et autres. Ça, c'est aussi du jamais vu. Donc déjà, au niveau médical, ce qui se passe n'est pas normal. Au niveau scientifique, normalement, ça débat, quoi. Voilà. Et puis, on le voit dans d'autres registres actuellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ce qui s'est passé pendant cette crise de faillite de la parole scientifique, avec tous ces débats, les gens qui n'étaient pas d'accord entre eux, les médecins qui n'étaient pas d'accord, parfois des choses très vives? Vous savez, je pense que avec le temps... Sont perdus, du coup. Enfin, oui, ça, les Français sont perdus. Après, je peux vous dire que beaucoup de gens sont lucides quand même sur ce qui se passe. Et le problème, c'est que quand vous mettez les gens dans la peur, y a un psychotraumatisme. Si vous leur dites « tu vas mourir », les gens... C'est vraiment un psychotraumatisme. Donc ça fait des dégâts dans le cerveau, ça paralyse les gens, on ne peut plus réfléchir, on dort mal. Donc c'est tout un cercle vicieux. Et puis vous rajoutez là-dessus, si vous pensez autrement, vous allez avoir 135 € d'amende, plus ci, plus ça, plus ça. Les gens, c'est compliqué pour eux en ce moment. Mais avec le temps, je pense que les choses vont se délier petit à petit. Et même si, il y a beaucoup de désinformation, tout ça, avec le temps, on s'apercevra de ce qui est juste. Donc, il y aura une analyse a posteriori. Vous êtes optimiste? Moi, je suis très optimiste parce que cette crise, elle a aussi l'avantage de faire que beaucoup de gens réfléchissent. Alors, ils communiquent peut-être pas toujours leurs réflexions et tout, mais que ça devrait enclencher quand même des changements assez fondamentaux dans la société, dans l'humanité. Et ce qu'on voit, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et autres, eh bien, c'est que beaucoup de gens se mettent à communiquer entre eux, en fait, grâce aux réseaux sociaux. Ils ont du bon et du mauvais. Mais dans le bon, on s'aperçoit que les gens ont tissé des liens. Beaucoup de gens ont tissé des liens. Et c'est ça ce qui est important dans l'humanité, c'est que les gens tissent des liens, parce que globalement, l'humanité est belle. Donc il y a quelques personnes qui mettent la pagaille, mais justement, ça permet aussi d'identifier les personnes qui mettent la pagaille en ce moment. Et si ça peut rassembler l'humanité, fallait en passer par là. J'écoutais tout à l'heure un collègue chirurgien qui disait on est peut-être dans un accouchement, vous savez, un accouchement c'est difficile, il n'y a pas de péridurale, on morfle, mais vous savez très bien que les mamans, une fois que le bébé a accouché, elles ne se souviennent plus de toutes ces douleurs. Et là, en ce moment, c'est clair que beaucoup de gens sont en souffrance et l'humanité est en souffrance, l'humanité occidentale, un certain nombre de pays occidentaux, parce qu'on oublie que ça se passe très bien dans un certain nombre de pays, qu'en Afrique, par exemple, beaucoup de pays ont extrêmement bien géré les choses, et c'est pas toute la planète entière qui va mal. Voilà. Vous pensez que finalement cette épidémie, on peut l'avoir, le côté positif, c'est que ça peut être une chance justement de repartir sur de nouvelles bases? Écoutez, si les gens vous écoutent beaucoup, écoutent notre interview, moi je vais encourager beaucoup les gens à réfléchir à ce qui est essentiel pour eux, parce que dans notre système un petit peu, que ce soit éducatif, religieux, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on nous inculque et on nous fait ingurgiter, nous empêche parfois de réfléchir par nous-mêmes, et plus que de réfléchir, de ressentir. C'est très important de ressentir. Voilà. Et si on ressent, qu'on se retrouve vraiment en contact avec nous-mêmes, en contact plus avec la nature, en connexion les uns les autres, c'est là où il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a du partage, et où on peut mieux toucher ce qui est essentiel. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on avait basculé, en tout cas en Europe, au moins en Europe occidentale déjà, beaucoup dans une société de consommation qui avait plus l'idée de ce qui était précieux. Je crois qu'aujourd'hui, des gens qui ont été confinés, par exemple,
donc sont plus en capacité d'apprécier le côté précieux, d'aller faire une belle rando en montagne, par exemple, de prendre le soleil ou d'aller nager dans la mer, de respirer, etc. Donc peut-être qu'il faut que l'humanité ait des états de choc pour qu'elle puisse repartir sur un certain nombre de valeurs qui sont essentielles. Voilà. Merci, docteur. Et je vous en prie.